À 51 ans, Harry Habitan rompt enfin le silence. Pendant des années, l'acteur a disparu des plateaux, des interviews, des photos publiques, comme si une partie de sa vie avait été effacée. Mais derrière cette absence se cachait une réalité bien plus sombre, bien plus éprouvante que quiconque aurait pu imaginer. Aujourd'hui, pour la première fois, il raconte. Pas pour se justifier, pas pour se plaindre, mais parce que ce qu'il a vécu l'a brisé et transformé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'envers du décor, celui que le public n'a jamais vu. Qu'est-ce qui a réellement conduit Harry Habitan à l'isolement? Comment a-t-il survécu à ces mois de silence, de suspicion, de regards détournés? Qu'a-t-il perdu? Et qu'a-t-il retrouvé? Et surtout, pourquoi a-t-il choisi ce moment-ci pour parler, enfin, à cœur ouvert? Vous entendrez les confidences d'un homme qui a tout connu, la gloire, les rires, la chute, et ces nuits où l'on se demande si l'on aura encore la force de se relever. Vous découvrirez des détails jamais révélés sur son état mental, ses relations, ses choix, ses regrets, et cette vérité qu'il a décidé, aujourd'hui, de ne plus cacher. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais la manière dont vous voyez Harry Habitan, et même la manière dont vous regardez la célébrité. Lorsqu'Harry Habitan accepte enfin de parler, il choisit un endroit qui n'a rien du hasard. Un petit appartement près de la rue des Martyrs, à Paris, où il s'est réfugié durant les mois les plus éprouvants de sa vie. C'est là, raconte-t-il, qu'il a passé une partie de l'année 2022, loin des plateaux de tournage, loin des salles de spectacle, loin même de ses amis les plus proches. À 51 ans, il reconnaît que cette période de silence forcé a été un point de rupture. Il évoque pour la première fois ces matinées où il n'osait pas ouvrir les volets, craignant les regards, les questions, les interprétations. Il se souvient des nuits entières passées à marcher dans les rues désertes de Montmartre, comme pour respirer hors du monde. J'avais l'impression d'être devenu un fantôme, confie-t-il. Ces mots, simples mais lourds, donnent un aperçu du gouffre intérieur dans lequel il a plongé. Il explique aussi qu'avant même sa disparition médiatique, certains signes étaient déjà là, mais personne ne les voyait vraiment. En 2019, lors du tournage d'un spectacle à l'Olympia, plusieurs proches avaient remarqué qu'il s'isolait en coulisses, qu'il riait moins, qu'il disparaissait parfois 1 heure entière avant de monter sur scène. À l'époque, tous pensaient à la fatigue, au stress ou à l'exigence de son métier. Aujourd'hui, il admet que ces moments étaient dans les premiers craquellements d'une armure qu'il tentait désespérément de maintenir. Il raconte aussi les lieux qui ont marqué son repli. Un café discret du 9e arrondissement, où il s'asseyait toujours dans le coin le plus sombre, un banc près du parc Monceau, où il restait parfois immobile des heures, essayant de retrouver un semblant de normalité, et surtout l'appartement de son ami d'enfance à Neuilly, où il s'est réfugié quand il ne supportait plus l'idée d'être reconnu dans la rue. Et puis, il y a ce détail qu'il n'avait jamais partagé. Pendant presque 1 an, il a conservé dans son téléphone une note intitulée « Si un jour je parle ». Une liste de pensées, de douleurs, de choses beaux qu'il n'osait pas dire à voix haute. Une façon de survivre, une façon de ne pas devenir totalement invisible à ses propres yeux. Au fil de son récit, on comprend que le plus dur n'était pas le silence extérieur, mais celui à l'intérieur, cette sensation de ne plus savoir qui l'on est quand les projecteurs s'éteignent d'un coup. Il révèle avoir vécu des semaines où il ne sortait de chez lui que pour faire quelques courses tard le soir, espérant éviter les regards insistants. Il évoque également les appels qu'il n'a jamais retournés. Les messages auxquels il n'a pas répondu, non par indifférence, mais parce que parler lui semblait impossible. Ce témoignage brut met en lumière des aspects de sa vie que personne n'avait imaginés. Derrière l'humoriste solaire, l'acteur charismatique, il y avait un homme qui se débattait avec la peur, la honte, l'incompréhension et une solitude écrasante. Et pourtant, quelque chose a changé. Une rencontre, un événement, un déclic, un moment précis, à l'automne 2023, dans un studio discret près de Saint-Ouen, où il a compris qu'il devait cesser de se cacher. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Qu'est-ce qui a provoqué cette prise de conscience soudaine, après tant de mois de mutisme et de douleur? Ce qu'il s'apprête à révéler pourrait expliquer bien plus que sa disparition. Cela pourrait enfin éclairer les zones d'ombre de ces années où le public n'avait de lui qu'un silence lourd, presque inquiétant. Pour comprendre la profondeur de sa chute, il faut revenir à ce moment où tout a commencé à s'élever pour lui, bien avant les années sombres, à une époque où Paris semblait lui appartenir. Harry se souvient avec une précision presque vertigineuse de 2007, année où sa carrière bascule définitivement.
C'était une soirée de décembre au Théâtre Le Temple, dans le 11e arrondissement. Une salle pleine, un public exigeant et un jeune humoriste encore inconnu qui jouait son premier spectacle en solo. Ce soir-là, quelque chose s'est produit, un rire plus fort que les autres, une ovation qui dura de longues secondes et cette sensation brûlante qu'un cap venait d'être franchi. Ce qu'il n'avait jamais dit jusqu'ici, c'est qu'avant d'entrer sur scène, il avait hésité à tout annuler. Dans les loges étroites du théâtre, il s'était senti subitement paralysé, convaincu que personne ne viendrait. Ce trac dévastateur, il l'avait gardé pour lui. Aujourd'hui, il admet que ce soir-là fut le premier signe d'une fragilité qu'il masquait sous l'énergie et l'humour. Quelques mois plus tard, un autre événement marque un tournant. Sa participation à l'émission « On ne demande qu'à en rire » sur France 2. Nous sommes en 2010 dans les studios de la Plaine Saint-Denis. À l'époque, il n'est qu'un nom parmi des dizaines, mais son passage crée un petit choc. Les caméras captent sa nervosité, son intensité, mais aussi cette étincelle si particulière dans son regard. Ce soir-là, plusieurs producteurs le remarquent. Et même si le public n'en a jamais rien su, Harry révèle aujourd'hui qu'à la sortie du plateau, il avait reçu un message inattendu d'un réalisateur l'encourageant à tenter sa chance au cinéma. Un message qu'il a conservé des années dans son téléphone comme un talisman. Puis il y a l'année 2014, qui scelle définitivement sa place dans le paysage humoristique français. Avec le film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» présenté dans plusieurs salles parisiennes, dont l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées, il passe du statut d'humoriste apprécié à celui de figure incontournable du cinéma populaire. Lors de l'avant-première, les flashs crépitent sans interruption. Pourtant, ce qu'il révèle maintenant, c'est qu'il avait passé toute la matinée précédant l'événement assis dans un petit café de la rue Marbeuf, incapable de croire qu'il allait monter les marches sous les applaudissements. Ce contraste entre la lumière extérieure et ses doutes intérieurs, il ne l'avait jamais confié à personne. Les premières années de succès furent un tourbillon. Les spectacles à guichets fermés, les tournées à travers la France, Lille, Lyon, Toulouse, Strasbourg, où chaque salle semblait plus chaude que la précédente. Mais il y avait aussi des détails que le public n'a jamais vus. Des nuits d'insomnie dans les chambres d'hôtel, des moments de silence après les salves de rire, des retours solitaires en voiture sur l'autoroute A6. Tard dans la nuit, quand l'euphorie du show laissait place à une étrange mélancolie. Il raconte aujourd'hui que durant sa tournée de 2016, un membre de son équipe avait remarqué qu'il restait souvent seul dans un coin des coulisses, fixant le sol comme s'il cherchait à contenir quelque chose. À l'époque, tous pensaient que c'était la concentration. Maintenant, il admet que c'était davantage la peur de ne pas être à la hauteur, un sentiment qui grandissait en lui à mesure que la notoriété augmentait. Et pourtant, malgré cette fragilité silencieuse, sa montée en puissance semblait irrésistible. Les salles se remplissaient, les interviews s'enchaînaient, les projets affluaient. On le voyait partout, à la télévision, au cinéma, sur scène. Chaque apparition devenait un événement. Mais derrière les sourires, il y avait déjà ces petites fissures qu'il cachait avec soin. Un rire un peu trop fort, une énergie débordante qui servait parfois de bouclier et ces instants où il disparaissait quelques minutes avant de monter sur scène, comme pour reprendre son souffle face à un monde qui l'aspirait de plus en plus vite. Ce que personne ne savait alors, c'est qu'au sommet même de sa carrière, un autre combat, invisible, intérieur, commençait à se dessiner. Un combat qu'il n'a jamais osé nommer à cette époque et qui finira par l'emporter loin des projecteurs. Pour saisir ce qui a façonné l'homme derrière l'artiste, il faut remonter bien avant les projecteurs, longtemps avant les salles combles et les tournées triomphales. Tout commence au début des années 1970 dans un appartement modeste du quartier de la Porte de Saint-Ouen, à Paris. C'est là qu'Harry grandit, entouré d'une famille d'origine marocaine et tunisienne, dans une atmosphère chaleureuse, mais marquée par les difficultés du quotidien. Il raconte qu'enfant, il percevait déjà le poids silencieux que portaient ses parents. Son père, chauffeur de taxi travaillant de longues nuits glaciales, et sa mère, couturière à domicile, pliait sur sa machine à coudre jusque tard dans la soirée. Il se souvient du bruit régulier de l'aiguille frappant le tissu, un son presque hypnotique qui berçait ses endormissements. Mais ce détail-là, il n'en avait jamais parlé auparavant. Certaines nuits, il feignait de dormir pour ne pas inquiéter sa mère, alors qu'en réalité, il écoutait ses soupirs étouffés, preuve d'un épuisement qu'il comprenait sans le comprendre. À l'école primaire du 18e arrondissement, il n'était pas vraiment un enfant qui se faisait remarquer.
Plutôt discret, souvent dans la lune, il utilisait déjà l'humour pour masquer ses incertitudes. Ce qu'il avoue aujourd'hui, c'est qu'il avait développé très jeune une peur étrange, celle de devenir un problème pour les autres. C'est peut-être pour cela qu'il se faisait le clown de la classe, espérant se rendre utile par le rire, croyant que faire sourire les autres suffirait pour exister. Il y a aussi ses souvenirs plus douloureux, qu'il révèle avec pudeur. Les fins de mois difficiles, les repas improvisés parce que l'argent manquait, les discussions à voix basse entre ses parents lorsqu'il pensait mais qu'il dormait. Il se rappelle de ce soir de 1981, particulièrement froid, où son père avait rentré son taxi avec une panne qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer. L'atmosphère dans l'appartement était lourde, presque étouffante. Pourtant, le jeune Harry avait spontanément tenté une imitation de son instituteur pour faire sourire sa famille. Pour la première fois, il avait découvert le pouvoir du rire. Celui qui allège, celui qui protège, celui qui sauve. Dans ces années-là, un autre détail se dessine, passé inaperçu à l'époque. Sa manie de s'enfermer dans la petite salle de bain pour répéter des dialogues inventés. Il s'observait dans le miroir, testant des voix, des émotions, des mimiques. Aujourd'hui, il reconnaît que ces moments étaient moins un jeu qu'un refuge, une façon de créer un monde où rien ne pouvait l'atteindre. L'adolescence ne fut pas plus simple. Le collège du quartier de la Chapelle était rude, les couloirs bruyants, la compétition entre élèves, la nécessité de faire sa place. Harry, lui, oscillait entre une grande sensibilité et un besoin vital de se protéger derrière l'humour. Ses professeurs disaient déjà qu'il avait quelque chose, une présence, un rythme particulier dans sa manière de raconter les choses. Mais il n'en savait rien à l'époque. Il essayait seulement de survivre à ce sentiment constant de n'être jamais totalement à sa place. Il évoque aujourd'hui un épisode qu'il n'avait jamais partagé. Un jour de 1985, après une remarque humiliante en classe, il avait couru se réfugier sur un petit escalier métallique derrière la cour. Assis là, les genoux serrés contre lui, il se souvient s'être juré qu'un jour, le monde le regarderait autrement. Non pas par orgueil, mais par besoin profond de ne plus se sentir invisible. Ce qui apparaît alors, c'est ce fil invisible entre son enfance et l'artiste qu'il deviendra. Les heures passées à observer son père rentrer tard, épuisé mais fier, les gestes sécurisants de sa mère malgré l'usure du quotidien. Les petits succès arrachés à la grisaille par un éclat de rire. Tout cela forgeait déjà l'homme qu'on acclamerait plus tard sur scène. Et pourtant, derrière le jeune garçon vif et attachant, se cachait déjà cette fragilité que personne ne remarquait. Une fragilité qui, des années plus tard, ressurgira au pire moment, et dont il commence seulement aujourd'hui à dévoiler l'origine. Au fil de son récit, il devient évident que les fondations de son identité, celles qu'on ne voit jamais sur scène, se trouvent dans son histoire familiale, dans les liens discrets mais essentiels qui ont accompagné chaque étape de sa vie. Après avoir évoqué son enfance, Harry revient sur cette relation profonde qu'il entretenait avec ses parents, un lien tissé de respect, d'admiration et de non-dit. Il se souvient particulièrement de son père, qui continuait encore dans les années 1990 à sillonner Paris au volant de son taxi, de la porte de Clignancourt jusqu'à la place de la Nation. Ce qu'il révèle maintenant, c'est que certaines nuits, lorsqu'il terminait tard un spectacle ou un petit rôle dans un café-théâtre, il appelait discrètement son père pour rentrer ensemble. Il roulait dans la ville endormie, les vitres ouvertes sur les lumières de Pigalle ou du boulevard Barbes, et parlait de tout sauf du travail. Ces moments-là, il les considérait comme leur langage secret. Il ne me demandait jamais si ça marchait. Il me demandait si j'étais heureux, dit-il aujourd'hui. Sa mère, elle, restait la figure silencieuse mais solide du foyer. Même lorsque Harry commençait à avoir un nom, à apparaître dans des salles parisiennes ou dans des émissions, elle le voyait toujours comme son fils avant l'artiste. Il raconte avec émotion une scène de 2003 dans l'appartement familial près de la rue Leibniz. Alors qu'il venait d'obtenir un petit rôle à la télévision, sa mère lui avait simplement demandé s'il avait mangé. À ce moment précis, il avait compris que la célébrité n'aurait jamais la même importance que la chaleur d'un foyer. Puis vient sa propre vie de père, un rôle qu'il évoque rarement mais qu'il reconnaît aujourd'hui comme l'un des piliers de son existence. Harry a 3 filles, et chacune d'elles représente un chapitre différent de son parcours d'homme. Il raconte avec pudeur les allers-retours entre ses spectacles et les activités scolaires, un gala dans une petite école du 15e arrondissement, un anniversaire organisé dans un parc à Boulogne, ou encore ses soirées où il apprenait des répliques tout en surveillant qu'elles finissent tous leurs devoirs.
Ce qu'il n'avait jamais dit, c'est qu'à l'apogée de sa carrière, autour de 2015, lorsqu'il enchaînait les tournages et les scènes, il avait secrètement peur de ne pas être suffisamment présent. Il se souvient d'un après-midi de printemps dans un café du quartier latin, où il attendait un rendez-vous professionnel. Il avait ouvert son téléphone et vu une photo envoyée par l'une de ses filles, un simple dessin d'elle et lui, main dans la main. Ce petit geste, confie-t-il, avait fait naître en lui une angoisse étrange, celle de se voir emporté par une vie qui ne lui laisserait plus l'espace d'être un père. La cohabitation entre sa carrière et sa vie personnelle n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il admet que certaines périodes, notamment lors des tournées de 2016 et 2018, l'avaient tenu éloigné de Paris pendant des semaines. Pourtant, chaque retour à la maison était un ancrage. L'odeur familière des rues près de la place des Ternes, le marché du dimanche où il se mêlait incognito aux habitants du quartier, les repas improvisés autour de la table de la cuisine où il retrouvait une normalité dont il avait parfois désespérément besoin. Dans sa voix, lorsqu'il parle de ses enfants, on perçoit une profondeur qui dépasse les mots, une sorte de culpabilité douce mêlée à un amour immuable. Il reconnaît aujourd'hui qu'une partie de sa force, mais aussi de sa vulnérabilité, vient d'eux, car s'il pouvait affronter les critiques, les échecs, les regards, il lui était toujours plus difficile de supporter l'idée que ses propres tourments puissent-on les affecter. Il évoque finalement un détail que personne ne savait. Pendant toute l'année 2022, alors qu'il traversait une période d'isolement et de doute, il conservait dans son portefeuille un petit mot écrit par sa fille le cadette. Quelques mots simples, tracés maladroitement, mais qui lui rappelaient qu'au-delà du tumulte, il restait quelqu'un pour qui il devait tenir debout. Son récit se fait alors plus fragile, presque chuchoté, car derrière l'artiste public, aimé ou critiqué, il y a un homme profondément marqué par les liens familiaux, par les responsabilités invisibles, par cette quête incessante d'être à la hauteur, non pas du public, mais des siens. Une quête qui, sans qu'il ne s'en rende compte, l'a accompagné dans les moments les plus sombres comme dans les plus lumineux. Ces dernières années, et surtout depuis les mois tourmentés de 2022, la question de la santé d'Harry Habitant est devenue centrale dans sa vie quotidienne. Non pas sous la forme d'un diagnostic officiel qu'il n'a jamais voulu rendre public, mais comme un état général qu'il décrit aujourd'hui avec une honnêteté presque désarmante. Il ne parle ni de maladie définie, ni de traitement spécifique. Il parle de fatigue profonde, de tensions accumulées, de ces signes silencieux que le corps envoie lorsqu'il a trop longtemps porté le poids des choses. Il confie, par exemple, qu'au début de 2023, il avait pris l'habitude de marcher chaque matin sur les quais de Seine, du côté du Pont-Neuf. Ce rituel n'avait rien d'anodin. Il cherchait à réapprendre à respirer, à sentir son corps autrement que comme un champ de bataille intérieur. Il explique que pendant des mois, il avait vécu avec une pression constante dans la poitrine, une sensation d'étouffement qu'il attribuait à l'angoisse, à la culpabilité, aux nuits sans sommeil. Ce détail-là, il ne l'avait jamais mentionné. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il ne s'était jamais occupé de lui-même avant d'y être forcé. Pendant des années, la scène avait servi d'exutoire, mais jamais de refuge sain. Quand tout s'est arrêté brusquement, son corps lui a présenté l'addition. Il évoque des réveils difficiles, un cœur battant trop vite, ou au contraire trop lentement, comme si quelque chose en lui cherchait à le rappeler à l'ordre. Mais la véritable transformation s'est jouée dans un lieu discret. Un petit cabinet du 11e arrondissement où il a commencé à consulter régulièrement un spécialiste. Pas pour soigner une pathologie précise, il insiste sur ce point, mais pour apprendre à comprendre ce qui se passait en lui. Pendant plusieurs mois, il y allait 2 fois par semaine, souvent tôt le matin, pour éviter d'être reconnu. C'est là qu'il a découvert que sa fatigue n'était pas seulement physique, qu'elle portait aussi les traces d'années de tensions émotionnelles inavouées. Il raconte qu'en avril 2023, lors d'une séance, un simple exercice de respiration lui a déclenché des larmes silencieuses, non pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait son corps relâcher quelque chose auquel il s'accrochait sans le vouloir. Sa santé actuelle, dit-il, est un équilibre fragile mais réel. Il fait attention à son alimentation, lui qui autrefois sautait les repas avant une représentation. Il court parfois le long du canal Saint-Martin, juste assez pour faire circuler le sang sans l'épuiser. Mais ce qu'il considère comme le plus grand progrès, c'est sa capacité à reconnaître quand il va trop loin. Avant, il poussait jusqu'à l'extrême. Aujourd'hui, il s'arrête, il observe, il respire.
Il avoue également avoir traversé une période où la solitude pesait physiquement sur lui. Lorsqu'il restait enfermé dans son appartement, nuit après nuit, certains signes apparaissaient. Des tensions dans la nuque, des migraines récurrentes, des tremblements légers du bout des doigts. À l'époque, il croyait que ce n'était que de la fatigue passagère. Aujourd'hui, il sait que son corps exprimait ce que sa voix n'osait pas dire. Un détail particulièrement révélateur qu'il n'avait jamais partagé remonte à l'été 2023. Alors qu'il se trouvait à Deauville pour quelques jours de repos, il lui était arrivé de rester immobile face à la mer pendant plus d'1 heure, incapable de décider s'il devait rentrer ou rester. Ce moment, dit-il, symbolisait parfaitement son état. Un homme debout, mais traversé par un doute profond sur sa propre stabilité. Et pourtant, malgré cette fragilité, il y a dans sa santé actuelle une forme de reconstruction, non spectaculaire, non triomphante, mais patiente, comme un pas après l'autre. Il reconnaît qu'il dort mieux, même si certaines nuits restent agitées. Il rit plus facilement, même si son regard garde parfois une ombre. Il avance, non pas comme autrefois, à toute vitesse, mais avec une lucidité nouvelle. Ce qu'il montre aujourd'hui de son état de santé, ce n'est pas une faiblesse, mais une vérité longtemps retenue, celle d'un homme qui réapprend à tenir debout, non pas pour plaire au public, mais pour se retrouver lui-même. Avec le recul, Harry reconnaît que sa santé actuelle n'est plus celle d'autrefois. Mais ce changement n'a rien d'un effondrement. C'est plutôt une réécriture lente, presque méthodique, de son rapport à lui-même. Aujourd'hui, à 51 ans, il vit dans un rythme qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant. Les journées sont plus sobres, plus silencieuses, mais aussi plus maîtrisées. Ce qu'il avoue maintenant, c'est que les premiers signes d'un rééquilibrage sont apparus au début de 2024, lorsqu'il a choisi de s'installer provisoirement dans un appartement situé près du parc Monceau. Cet endroit, qu'il connaissait depuis l'enfance, lui permettait de retrouver une forme de stabilité. Chaque matin, il marchait autour des grandes allées bordées d'arbres, observant les joggeurs, les enfants en trottinette, les mères assises sur les bancs. Il dit que le simple fait de redevenir un visage anonyme dans la foule lui faisait du bien, comme si son corps respirait mieux dans cette normalité retrouvée. Il parle aussi, pour la première fois, des exercices qu'il a intégrés dans sa routine quotidienne. Pas de séances intensives, pas de performances, juste des gestes simples, inspirés des conseils qu'il avait reçus de son médecin généraliste lors d'un rendez-vous discret dans le 17e arrondissement en février 2024. Il raconte qu'il avait été surpris de constater à quel point son souffle était court, à quel point son cœur s'emballait lors de simples montées d'escalier. Ce jour-là, le médecin l'avait invité à ralentir, à écouter son corps comme il n'avait jamais appris à le faire. Ce qu'il n'avait jamais révélé, c'est que durant les mois les plus difficiles de 2022 et 2023, son sommeil avait été l'un des premiers indices d'une fatigue profonde. Il se réveillait souvent au milieu de la nuit, incapable de retrouver le repos. Aujourd'hui, même si certaines nuits restent fragiles, il sent une amélioration réelle. Il explique que c'est grâce à une habitude inattendue. Lire avant de dormir. Il s'est remis à la lecture dans un petit salon de thé de la rue des Dames, où il s'arrête plusieurs soirs par semaine. Ces moments de calme, dit-il, ont petit à petit apaisé la tempête intérieure. Mais la transformation la plus marquante se trouve sans doute dans son rapport au stress. Autrefois, il absorbait tout, les attentes, les critiques, les obligations, sans jamais en évacuer la charge. Maintenant, il reconnaît que son corps lui envoie des signaux beaucoup plus clairs. Il parle de ses petites gênes dans les épaules lorsqu'il se met trop de pression, de ses picotements dans la nuque lorsqu'il pense trop loin, trop vite. Ce sont de simples sensations, dit-il, mais elles lui apprennent à se recentrer. Il évoque aussi un événement récent, un malaise léger survenu en juin 2024 dans un café du boulevard Roseman. Sans gravité, mais suffisamment marquant pour qu'il comprenne qu'il devait continuer à surveiller son équilibre. Il ne s'était pas évanoui, mais il avait ressenti un vertige soudain, comme si le monde se contractait